voilà, communication verrouillée dans chaque camp. On va le voir dans quelques instants également côté ukrainien. Amel Charrier, bonjour. Revenons d'abord peut-être sur cette prise de parole de Vladimir Poutine qui était évidemment attendue tout le week-end. Il aura fallu attendre de longues heures hier. Au final, une brève déclaration, 11 minutes, je crois savoir. Tout ça pour dire quoi exactement? Il a pris le temps de faire une vidéo quand même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on est dans une politique intérieure russe à ce moment-là. Il se repositionne en tant que président et en tant que chef. Et il assure aux Russes qu'il n'y a pas eu de bain de sang dans son pays, en disant il y avait une tentative de déstabilisation, sous-entendu l'Occident, l'Ukraine, sous-entendu encore plus clair les Américains, qui du coup immédiatement ont rappelé qu'ils revendiquaient de n'être pas du tout intervenus dans ce qui s'est passé. Mais la position de Vladimir Poutine, c'était de dire on voulait monter russe contre russe, on aurait pu avoir des bains de sang, on aurait pu avoir des effusions beaucoup plus larges et beaucoup plus violentes. Et donc il a rappelé tout le monde au calme, il a remercié les miliciens, que ce soit de Wagner ou des autres groupes, de ne pas avoir continué et d'être allé plus loin en quelque sorte. Et puis voilà, on en est là à ce moment précis. Qu'est-ce que ça va enclencher derrière? Est-ce que derrière on va avoir un Vladimir Poutine qui va être un peu affaibli? Est-ce qu'on va voir émerger une autre personnalité, ou alors est-ce que ça va rester en l'état? On va suivre au fur et à mesure des jours les comptes qui vont pouvoir être réglés. Alors, juste avant cette prise de parole, Evgeny Prigojine, lui aussi, était sorti de son silence dans un message radio. Il fait aussi une courte déclaration. Il n'avait pas pris la parole, lui non plus. Il ne s'est pas justifié. Non, il ne s'est pas justifié parce qu'il n'a pas voulu parler de tentative de coup d'État. Il a dit juste que, en fait, ce qui l'avait conduit à mener ses troupes aussi loin en Russie, puisque quand même c'était des militaires qui étaient sortis avec des armes, et c'était pour se poser contre la décision qui avait été demandée par Shoigu, qui était de mettre les hommes de Wagner sous contrat avec l'armée russe. Alors ça, c'est une réalité. C'est vrai que lorsqu'il était allé jusqu'à Rostov, et qu'ensuite il avait demandé non pas à parler à Vladimir Poutine, mais il avait demandé soit Gerasimov, chef d'état-major, soit Shoigu, qui est le ministre de la Défense. Les experts avaient anticipé qu'il y avait eu un problématique avec eux. Et c'est vrai que la demande de Shoigu, qui était de dire les hommes de Wagner doivent rentrer sous contrat à partir du 1er juillet avec l'armée russe, change largement le statut. Parce que ça veut dire que dans ce cas-là, on n'est plus avec des miliciens, on est avec des hommes qui passent dans une armée, on n'est plus sous commandement de Prigojine, et surtout, on n'est plus non plus avec la même capacité, j'allais dire, de s'enrichir. Parce que je vous rappelle que tous ces hommes, lorsqu'ils font des combats, que ce soit en Afrique, que ce soit en Syrie, que ce soit en Ukraine, il y a les combats et derrière, évidemment, il y a aussi l'enrichissement. Et ça derrière lequel il s'est camouflé en disant ce qui m'a conduit, c'était ceci qui m'a inquiété, qui m'a intrigué, et voilà. Et on en est resté là pour l'instant. Il n'y a pas de héros